Jonathan Trudeau, Alec Castonguay, Véronique Prince, bonsoir. 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 Alors, la ministre Lebel qui a publié ce que je vais vous montrer, Véronique, à Québec ce matin, l'univers, et c'est le titre du document, de la négociation, les dédales, la complexité, le nombre de tables, les niveaux impliqués. Je vous fais entendre la ministre Lebel qui, d'abord en déclaration ministérielle en Chambre, ensuite en point de presse, explique ce qu'elle veut faire, puis on revient tout de suite. J'annonce donc à cette Assemblée mon intention de déposer un projet de loi visant à moderniser le régime de négociation des conventions collectives. Ce nouveau cadre devra répondre aux enjeux actuels tout en préservant un équilibre dans les relations entre employeurs et syndicats. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes pris dans une structure qui est dépassée et démodée. On n'écartera pas l'enjeu salarial, c'est un enjeu important, mais on l'a vu avec les années que d'autres enjeux prennent autant la place pour les gens. Je prends l'organisation de la classe à titre d'exemple parce que c'est un enjeu qui était fort important pour les enseignants. Je prends pour exemple l'organisation du travail, la conciliation travail-famille, les enjeux technologiques dans les milieux de travail. Bon, il faut rappeler que ça touche beaucoup de monde. 600 000 personnes travaillent pour l'État au Québec. Véronique Prince, qu'est-ce que vous comprenez de l'intention de la ministre? Eh bien, rappelez-vous, aux dernières négociations, Patrice, elle avait créé ce qu'on appelle des forums de discussion avec le Front commun. Ils avaient refusé d'y aller. Ces forums-là visaient à ramener finalement à 3 tables des enjeux sur lesquels la ministre voulait se concentrer, qui ne portaient pas nécessairement sur les paramètres salariaux, mais qui portaient aussi sur certaines conditions de travail, la composition de la classe, la mobilité de certains travailleurs, etc. Ces forums-là, les syndicats avaient refusé d'y aller parce que c'était sous prétexte que ça ne fait pas partie des tables de négociation, ça ne fait pas partie du régime, ça de ne l'univers. fait pas... Voilà, ça ne fait pas partie de la structure. Alors, les syndicats avaient dit, c'est pas qu'on veut pas en discuter avec vous, c'est juste que pour nous, ça peut pas faire partie de la négociation. Alors, on va aller perdre notre temps à aller s'asseoir à ces tables-là, alors qu'on devrait non pas être dans des forums, mais dans des vraies tables de négociation. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que Sonia Lebel s'est dit, non, moi, là, je ne veux plus autant de tables. Des forums regroupés comme ça, c'est ce que je vise. Et elle avait dit au sortir de cette négociation-là que pour elle, le système ne serait plus jamais le même pour les prochaines négociations et qu'elle s'organiserait pour le réformer. Donc, de pouvoir parler et de salaire et de conditions de travail à une même table, de ne pas tout séparer. Alec, est-ce que c'est un des objectifs? Je pense que oui. On verra si elle va déposer concrètement dans son projet de loi, là, parce que pour l'instant, c'est assez flou. Mais je pense que oui, pour avoir entendu Sonia Lebel donner ces exemples-là pendant les 2 dernières négociations, pas seulement la dernière, elle a piloté les 2 dernières négociations de convention collective, je crois comprendre que c'est ça le problème. Puis je me souviens d'une entrevue que j'avais faite avec Mélanie Hubert, la présidente de la FAE, où je lui disais, il me semble que ça tombe sous le sens de, par exemple, faire... d'octroyer les postes de professeurs plus tôt au mois d'août pour ne pas être pris dans le psychodrame de la fin du mois d'août. Le gouvernement vous demande ça en échange d'augmentation salariale. Puis elle m'avait répondu, bien, vous savez, ça, c'est les syndicats locaux. Elle dit, moi, je suis juste à la table centrale. Là, moi, je négocie les salaires. Les syndicats locaux font les horaires. Puis là, je comprends, mais en même temps, si vous voulez 23 d'augmentation, il faut qu'il y ait quelque chose en échange. Puis elle dit, oui, mais ça, c'est pas ma table à moi. Moi, je suis pas à la table des conditions de travail. Donc, c'est cette espèce de difficulté-là, je pense, de tout mettre ensemble qui a compliqué la vie du gouvernement puis qui ne veut pas rejouer dans ce film-là. Maintenant, est-ce que les syndicats vont être d'accord avec la proposition de Sonia Lebel? Il faudra attendre de voir parce qu'eux aussi ont parfois un avantage à ce que tout soit séparé. Le gouvernement a un avantage à tout regrouper. Est-ce que les syndicats vont aller dans ce sens-là facilement? Je ne sais pas. Ça va dépendre de la proposition, je pense. On va écouter des réactions, mais d'abord, Jonathan, comment vous recevez ça? Parce que les gens peuvent en perdre leur latin, là, qui regardent ça, OK, mais ça nous donne quoi, là? Bien, premièrement, j'ai envie de dire qu'il y a un élément très stratégique à la sortie de Sonia Lebel aujourd'hui qui, essentiellement, a annoncé une intention. Ça me fait un peu penser à lorsqu'on annonce 1, 2, 3 puis 4 fois une nouvelle autoroute, un nouveau pont, un aréna ou quoi que ce soit. Pourquoi se priver? Ben oui, pourquoi se priver du plaisir d'annoncer des bonnes nouvelles à plus d'une reprise, d'autant plus que le synchronisme, il est bon. Là. Comme on dit, le timing, il est bon parce que je pense qu'il y a une espèce de fatigue envers les syndicats qui ont été en chercher beaucoup. On voit le coût sur les finances publiques, mais on ne voit pas encore les résultats, autant dans le milieu de l'éducation
qu'en santé. Donc, je pense que pour eux, il y a une espèce de momentum. Ceci étant dit, au-delà de l'aspect stratégique, il y a un aspect aussi qui est totalement pertinent parce qu'effectivement, qu'on s'y perd absolument lorsqu'on tente de comprendre le processus de négociation. La démonstration visuelle, elle est probante là, de Sonia Lebel avec le tableau qui est fait et tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, après 40 ans, il est temps qu'on vienne moderniser ça, qu'on essaie d'éliminer une partie de la rigidité, tout ça. Ceci étant dit, la preuve est dans le proverbial pudding. Alors, il faudra voir qu'est-ce qu'on mettra dans cette loi-là. Le but ne doit pas être non plus de tout centraliser au gouvernement ou de trop donner les coups des franches au gouvernement. Une négociation, ce n'est pas supposé être facile. C'est normal que ce soit difficile, mais peut-être qu'on peut s'arranger pour que ce soit un peu moins difficile. Et moins de psychodrame collectif. Réaction de l'opposition. Et vous allez voir à la fin de M. Gingras, donc un syndicat qui est assez agréablement surpris. On écoute. En quoi ce fameux futur projet de loi va aider les Québécois à ne pas attendre 20 heures une ambulance à Québec? En quoi ce projet de loi va aider pour s'assurer que ce ne soit pas un agent de sécurité qui fasse le triage dans un hôpital? Moi, ma balise ultime, ma balise primaire, c'est les services aux concitoyens et aux concitoyennes qui paient des impôts, qui s'attendent à avoir des services. On attend ces objectifs plus clairs. Si c'est ça, on va être là pour y participer. Si ce n'est que de la communication, si ce n'est qu'une salade de mots, bien, à ce moment-là, on va être là pour s'y opposer. Par contre, des solutions risquent d'être différentes. Puis ce qu'on souhaite, c'est que là, le gouvernement n'utilise pas ce projet de loi-là pour finalement se donner plus de pouvoir parce qu'il n'a pas aimé comment s'est conduite la dernière négociation. Mais ça, bien sûr, on va être vigilant là-dessus. Mais sur la modernisation, bien, c'est sûr que de notre côté aussi, il y a des éléments qu'on aimerait améliorer. Bon, alors Véronique, conclusion. On attend de voir les détails, parce que là, encore une fois, puis c'est pour ça qu'elle ne donne pas d'entrevue aujourd'hui, il n'y a pas de projet de loi déposé encore. Oui, mais je pense qu'autant les syndicats que Mme Lebel s'entendent pour dire qu'il y a des étapes qui doivent sauter. Par exemple, l'obtention du droit de grève, ça veut prendre 18-24 mois. Autant les syndicats veulent pas ça parce qu'il y a plein d'étapes à franchir avant de se rendre à l'obtention du droit de grève. Et pourtant, les deux parties savent que ça se dirige vers ça. Pendant ce temps-là, la négociation n'est pas productive. Est-ce qu'on peut accélérer ce processus-là? Donc, les deux s'entendent en conclusion pour dire, oui, il y a des étapes qui doivent sauter, mais ils vont probablement pas s'entendre sur quelles étapes doivent sauter. Moi, je pense que c'est là que ça va se compliquer quand le projet de loi va être déposé. Oui, puis elle en a quand même plein les bras avec les fédérations de médecins. C'est pas fini, les négociations. Alors, OK, on va suivre ça. On s'en va à Ottawa. Je vous fais entendre Pierre Poilievre qui dit, est-ce qu'on peut avoir les comptes publics, messieurs, dames, du gouvernement Trudeau? Est-ce qu'on peut savoir où on est rendu? Est-ce qu'il y a un énoncé économique dans les plans? Si oui, quand? On écoute M. Poilievre, réaction, puis je veux vous entendre là-dessus. Lundi prochain, pendant la journée dédiée aux conservateurs pour notre motion, on va donner 2 heures de notre temps à nous, à la ministre, pour lui permettre de se lever et prononcer les finances à la Chambre des communes. Un beau cadeau Noël pour elle. Mais j'espère que ça ne va pas être la misère. Ils seront publiés cette année et ce n'est pas la responsabilité de la ministère des Finances. On a l'envie d'avoir une énoncé économique de l'automne et on travaille sur cela. Alors, on a envie, je le disais tout à l'heure avec Louis, là, il dit on a envie, mais il n'y a toujours pas de date annoncée. Alec, c'est quand même, en démocratie, bien d'avoir les chiffres sur la table, comme on dit. Oui, sur le cadeau de Noël de Pierre Poilievre, bon, mettons que la ministre des Finances n'a pas besoin de Pierre Poilievre pour présenter son énoncé économique. Là, il peut bien y donner de son temps de parole, ça ne changera pas grand-chose. Elle peut le faire quand elle veut. Sur le fond, il a raison, par exemple. On est rendu quoi, le 5 décembre? Là? Demain, on va être le 5 décembre. Ça fait déjà presque 2 semaines que le Québec, que l'Ontario ont rendu public leurs énoncés économiques et budgétaires de l'automne. Généralement, c'est la fin novembre. Justin Trudeau nous a habitués à faire ça tard à l'automne, ses budgets tard au printemps, plus que d'habitude. Mais à un moment donné, on veut aussi savoir où on en est. C'est une mise à jour qui est nécessaire à peu près à mi-année. Donc, oui, il est temps de faire cette mise à jour-là, puis qu'on puisse savoir où on en est dans l'état des finances publiques. Jonathan, il y a certains qui disent, parce qu'ils veulent ajouter des sommes pour la frontière, sécuriser la frontière, donc ça a retardé un peu. Mais on s'entend.
Et je veux vous entendre sur le fait que c'est comme inévitable, là. Il faut qu'on dépose les données. Absolument, c'est inévitable. Et entendons-nous aussi sur une chose. Pierre Poilievre avait une très mauvaise semaine. Depuis dimanche, depuis sa sortie où il avait l'air d'un peu du pisse-vinaigre, pas capable de mettre de côté la partisanerie puis de reconnaître que c'était un bon coup de Justin Trudeau de s'être rendu à Mar-a-Lago, Donald Trump. Bon, des entrevues là, où il était très désagréable et tout ça. Donc, c'était pas une bonne semaine. Il avait besoin de se ressaisir. Et là, on peut parler d'un certain cynisme, évidemment, parce que, bon, les conservateurs sont en partie, bien pas en partie, sont responsables de la paralysie des travaux à la Chambre et tout ça. Là, certains vont dire, ah, c'est très stratégique comme sortie. Oui, mais c'est une bonne sortie. Pourquoi? Parce que peu importe ce que le gouvernement va faire, Pierre Poilievre, c'est un scénario qui est gagnant-gagnant pour lui. Si le gouvernement décide d'ici Noël d'effectivement faire son énoncé économique, Pierre Poilievre va pouvoir dire, regardez, j'ai fait céder le gouvernement, et il peut se douter à la lumière de ce qu'anticipe le directeur parlementaire du budget, c'est-à-dire d'un déficit qui exploserait, là, le fameux 40 milliards, qu'on serait rendu à quoi, 46 milliards. Mais ça lui donnerait raison de dire, regardez, on perd le contrôle des finances publiques, et advenant le cas, le gouvernement décide de ne pas le faire avant les fêtes. Bien là, il pourra dire, regardez, on a un gouvernement cachotier qui manque de transparence, qui n'ose pas donner l'état des lieux parce qu'il sait que c'est catastrophique. Donc, c'est une bonne sortie pour Pierre Poilievre aujourd'hui. Il avait besoin, Véronique, de retomber sur ses pieds, M. Poilievre, et de faire une sortie cohérente en finances publiques plutôt que de dire, c'est épouvantable ce qui est arrivé à Mar-a-Lago, là. Il joue extrêmement bien son rôle d'opposition parce que c'est son rôle d'arriver puis de dire hey, c'est parce qu'on est rendu le 4 décembre, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'énoncé économique. Il y a des provinces comme le Québec, comme l'Ontario, qui attendent des sommes. Il y a des sommes en janvier qui doivent arriver, notamment pour les demandeurs d'asile. Du côté du Québec, on a aussi tout ce qui concerne le dossier de l'aide alimentaire. Puis c'est sûr que le Québec n'est pas dépendant, me dit-on, de cet argent-là. Mais si on ne l'a pas, bien là, il faut revoir un peu nos affaires puis il faut s'arranger pour que ça fonctionne, nous aussi, au mois de janvier. Donc, c'est sûr que les provinces aussi attendent ça, puis Pierre Poilievre se fait un petit peu le porte-parole de ces provinces qui attendent. Mais, par contre, vous n'allez pas voir, par exemple, François Legault ou Éric Girard aller mettre de la pression sur le gouvernement Trudeau pour un énoncé économique d'ici la fin du mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'on me dit, ouais, on est conscient que c'est quand même pas évident pour M. Trudeau avec, justement, la déclaration de Donald Trump, le blocage à la Chambre. Puis, en plus de ça, il faut qu'ils s'entendent pour s'assurer que le NPD est d'accord avec ces mesures pour ne pas être renversé sur un énoncé économique. Donc, Pierre Poilievre met de la pression. Il probablement on est magnanime. Vous dites en coulisses, on est magnanime avec le gouvernement Trudeau du côté de M. Legault. C'est bien. C'est nouveau. Peut-être pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là. Très bien. Bien, justement, M. Poilievre estime que M. Trudeau a perdu le contrôle des finances publiques. Or, la dépense qu'on s'apprête à faire pour le congé de TPS et les 250, c'est pas réglé l'affaire des chèques, mais quand même au-dessus de 6 milliards. Regardez, résultat du sondage Léger, ça c'est au Québec, Léger Québécois hier, qui montre que les gens achètent pas beaucoup cette idée-là. Si c'était une idée qui devait être populaire, non, ça c'est les intentions de vote. Moi, je parle pour la TPS. Si c'était une idée qui était populaire, ça paraît pas dans voilà, 71 % des gens estiment que c'est une mesure électorale. Jonathan, en tout cas, pour l'instant, c'est pas très payant comme mesure. Ben absolument pas, absolument pas. Malheureusement, lorsqu'on est en situation de difficile, en situation de difficulté, lorsqu'on gouverne, on a tendance à prendre des décisions à courte vue puis à penser que on a de bonnes idées, mais qui s'avèrent être de très, très, très mauvaises idées, qui viennent même, au final, empirer notre situation. Donc, je pense que c'est le cas pour le gouvernement Trudeau. Moi, je qualifie ça de fumisterie. Puis là, en plus, bien, finalement, le 250 $, on ne le versera pas. De toutes parts, on entend que les effets du retrait de la TPS seront limités, en plus d'être un casse-tête pour les commerçants. Donc, c'est une fausse bonne idée, je le dirais ainsi, et raison de plus pour Justin Trudeau peut-être de se réjouir de la bonne réception, encore là, de sa rencontre du week-end du côté des États-Unis. Je pense qu'il en avait bien besoin. Oui, Alec, on n'a pas de raison de croire que ce sondage-là, ça c'est pour le Québec, ça serait très différent si on sondait tous les Canadiens là-dessus. Non, c'est vrai, mais j'ai pas beaucoup aimé la manière dont on a posé la question, parce que est-ce que c'est une mesure électoraliste? Je pense que tout le monde est pas mal d'accord. On peut trouver que c'est une mesure électoraliste puis aimer quand même la mesure. Et c'est comme si on avait séparé ces deux questions-là. Moi, j'aurais aimé
Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? On peut tout à fait être d'accord, mais trouver que c'est une mesure pour acheter des votes, ce qui est probablement le cas. Et on a mis la TPS et le chèque de 250 $ ensemble. Encore là, il y a des gens qui peuvent avoir l'impression que l'un est plus utile que l'autre. Donc, c'est une question un peu fourre-tout qui a été assez prévisible en termes de réponse. J'aurais aimé ça qu'on le segmente, qu'on soit plus clair dans la question. Donc, est-ce que les gens ont automatiquement ce qui est électoraliste est mauvais? Si on présuppose que oui, donc le 71 % est parlant. Si on présuppose qu'il peut y avoir des nuances, c'est moins clair. Alors, c'est juste ça que je me disais sur cette question-là. C'est peut-être moins évident qu'on le pense. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Véronique, c'est qu'on peut trouver quelque chose d'électoraliste, puis on peut être content par ailleurs. On peut être content quand même. Voilà. Oui, on peut. C'est vraiment un très bon point d'Alec. Là, je suis d'accord avec lui là-dessus, mais je pense aussi que les gens, en général, se disent, est-ce qu'on va réellement voir la différence? Puis je suis pas certaine encore qu'on fait la distinction sur lesquels produits on va en profiter, lesquels on peut pas. C'est encore un peu un fouillis là, à savoir, OK, est-ce que si je fais juste acheter telle affaire au dépanneur, je vais sauver 50 sous? Ou si je fais vraiment un plus gros achat, un siège de bébé, tout ça, là peut-être qu'à ce moment-là, les jeunes familles vont voir une différence. Mais je pense qu'en général, on a de la misère encore à se figurer de quelle manière on va en profiter. Très bien. On a vu les chiffres tout à l'heure du sondage au Québec. Légère baisse du Parti québécois, légère hausse de la CAQ, là, elle a atteint un creux lors du dernier sondage qui remonte. Mais aujourd'hui, ce qui est revenu, puis je vais faire entendre M. Legault sur la souveraineté, parce que la presse avait un article disant que le Parti québécois allait mettre de l'argent, entre autres de l'argent public, pour préparer son référendum. Alors, on écoute la réaction de M. Legault et la réaction du chef du Parti québécois. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ sont déconnectés alors qu'on a un risque énorme économique, que les gens se soucient de leur portefeuille, de travailler à préparer un référendum sur la souveraineté dès l'automne 2026. Il faut être déconnecté. Les moyens de l'État, en effet, pourront être utilisés pour notre programme. Et notre programme comporte notamment que le Québec va devenir un pays durant notre mandat. Tant que c'est ton programme politique, tant que tu es transparent sur cette intention-là et constatant que le fédéral, depuis des décennies, ne s'est jamais privé pour utiliser les fonds publics payés au fédéral pour faire la promotion du fédéralisme, c'est toujours pour moi une question de transparence et de cohérence sur pourquoi on fait les choses. On ne pourra pas dire, Jonathan, je commence avec vous, que Paul Saint-Pierre Plamondon tourne autour du pot. Là. Il est clair sur cette question-là. Non, absolument. Puis depuis le début, on lui reconnaît ça, puis on doit continuer de lui reconnaître qu'il n'y a pas de cachette. Reste que j'ai hâte de voir, est-ce que plus on va approcher de l'élection, la notion d'élire un bon gouvernement pourrait revenir aussi équilibrer le discours sur la souveraineté à tout prix? Ce sera à voir, mais pour l'instant, il garde le cap. Moi, je ne me scandalise pas de savoir que du côté du Parti québécois, on fait un financement pour une éventuelle campagne électorale et pour une éventuelle campagne référendaire. Ceci étant dit, je comprends bien aussi la réaction de la CAQ qui dit on est peut-être présomptueux du côté du Parti québécois. On faisait circuler au cours des dernières heures une vidéo du dernier discours au Conseil national de Paul Saint-Pierre Plamondon qui disait que c'était désormais une certitude qu'il y aurait un troisième référendum. Ça, je pense que les Québécois n'aiment pas ça nécessairement de voir des gens prendre, ou en tout cas donner l'impression qu'ils prennent pour acquis qu'ils seront élus. Puis je termine en disant que François Legault a loin d'avoir tort lorsqu'il dit « on n'est pas là du tout », alors qu'on est dans une dynamique où on peut se dire, est-ce que le Québec peut bénéficier du poids de l'union, si on veut, du Canada face aux États-Unis, alors qu'à l'inverse, on peut se demander, bien, si on était seul face aux États-Unis qui nous formuleraient ce même genre de menace-là, est-ce qu'on aurait les mêmes leviers? Je pense que c'est une question qui est importante. Alec, Véronique, il reste peu de temps, mais Alec, conclusion, et Véronique, conclusion. Alec. Oui, ça a déjà été tabou au Parti québécois d'utiliser des fonds publics pour faire la promotion de la souveraineté. Je pense pourtant que ça va de soi que si les citoyens choisissent un gouvernement du Parti québécois, il va utiliser des fonds publics pour appliquer son programme. La souveraineté en fait partie, ça va de soi. Mais si vous vouliez encapsuler le thème de la prochaine campagne électorale dans 2 réponses, là, c'était pas mal ça. Parce que François Legault va jouer cette carte-là, les libéraux aussi, probablement qu'Éric Duhaime également. Vous êtes déconnectés, on s'occupe des vraies affaires pendant que les autres parlent de souveraineté. Ça, vous allez l'entendre très, très souvent. Véronique.
Ça va servir aussi pour son fonds électoral. Alors, c'est sûr que les comptables du Parti québécois vont dire que c'est une décision très sage de déjà essayer d'aller solliciter des fonds importants pour se monter une cagnotte, compte tenu du fait qu'il n'y a pas si longtemps, en 2020, le PQ était sur le bord du gouffre financier avec un déficit cumulé de 2,4 millions de dollars qui mettait en jeu sa survie. Alors là, il amasse de l'argent pour sa prochaine campagne électorale et assure son avenir. 2026. Il y aura une campagne fédérale avant, on va s'amuser. Jonathan, Alec, Véronique, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.